Donc bonjour à tous, donc je vais vous faire une présentation dont le titre était volontairement un petit peu provocateur pour faire du hard avec du soft. Alors sachant que moi je viens plutôt du domaine du matériel et donc l'idée est plutôt de voir un peu comment on peut faire du Python, comment on peut utiliser du Python pour faire du matériel. Donc généralement ce qui se passe c'est que quand on veut faire du Python avec du matériel, il y a quelques années je vous aurais dit non. Et maintenant, de plus en plus, ça commence à être super intéressant. Et même maintenant, on commence à avoir des produits qui existent et qui sont développés carrément en Python. Donc, le type de plateforme qu'on va essayer de viser, donc là, c'est quelque chose qui va être relativement bas niveau. Je vais quand même essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Les types de plateformes qu'on va plutôt essayer de viser, c'est plutôt ce genre-là. Donc, à la fois des petites plateformes avec des microcontrôleurs, type Raspberry Pi, etc. Globalement, si je dois généraliser, c'est toutes les plateformes qui vont me permettre de faire tourner un Linux embarqué. Donc les Linux embarqués, on a à la fois dans le spatial, dans le militaire, également dans les véhicules autonomes type Tesla. Et donc globalement, dans ces plateformes-là, on a à chaque fois un processeur qui est relativement petit, mais sur lequel on arrive à faire tourner des choses quand même relativement sympas. Et donc pour faire ça, ce qui se passe, c'est que avant de passer à l'étape où on va construire notre circuit un peu sous cette forme-là, généralement, ce qu'on fait, c'est les prototypes sur les cartes électroniques qu'on appelle des cartes FPGA, où on peut déjà justement simuler notre processeur, simuler notre matériel, avant d'aller construire la puce et puis de mettre notre Linux dessus. Juste en 2-3 mots rapidement, un circuit FPGA, ça ressemble à ça. Globalement, il y a plein de transistors et tous les composants, donc chaque transistor fait une certaine fonction, et ces fonctions peuvent être interconnectées par un langage particulier. Il se trouve que lorsqu'on veut programmer du matériel, on a généralement deux types de langages, enfin je dirais deux langages principaux, le VHDL et le Verilog, qui sont non pas explicitement un langage de programmation du matériel, mais un langage de description du matériel. Si je dois prendre un exemple tout simple, ici là j'ai un exemple qui fait un petit compteur uniquement sur un octet en VHDL, donc il y a à peu près deux blocs de données là-dedans. Un bloc, donc la première partie ici en haut, où ça correspond aux entrées-sorties de ma fonction, donc globalement j'ai une entrée, ça va être, je sais pas, donc du coup l'ange de mon système, et puis la sortie, ma variable qui va me servir de compteur. Et globalement, tout le charabia qui est en dessous, c'est juste le charabia pour lui dire, tu vas incrémenter la variable à chaque coup d'horloge. Donc ça, on se dit que généralement, c'est pas terrible dans le sens où finalement j'ai un truc qui est quasiment une vingtaine de lignes de code juste pour incrémenter une variable. Le problème, c'est que en VHDL, on peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et même globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que le VHDL, c'est un langage de programmation qui a été rédigé par des gens qui viennent du matériel, mais qui savent pas rédiger un langage de prog. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on a que ces deux langages-là, on sait pas faire autrement. Et depuis quelques années, on commence à avoir des choses qui commencent à se faire, alors essentiellement en Python. Ça se fait aussi avec du C et du Ruby. Moi, j'ai plutôt parlé de la partie Python. Et donc, du coup, ça permet à la fois avec du Python à faire des choses vachement plus simplement. Et en plus de ça, de manière un petit peu plus facile. Si je prends un exemple ici sur l'outil qu'on utilise en Python qui s'appelle Midgen, donc qui permet de faire des choses à peu près équivalentes à ce que j'ai fait avant en Python, en VHDL. Là ici, on a juste un exemple de finalement en 4-5 lignes de code, on a notre classe et notre constructeur, et dans ce constructeur, on a directement le fait de pouvoir incrémenter notre variable. Et ça déjà, d'un point de vue hardware, ça nous change vachement de choses, c'est qu'on va pouvoir profiter de tous les bons aspects de Python pour pouvoir programmer. Notamment le fait qu'on a tous les aspects orientés objets qu'on n'a pas du tout normalement pour faire des choses embarquées, la surcharge d'opérateurs et le fait de pouvoir paramétrer les fonctions. Alors là du coup c'est que pour l'instant je parle essentiellement des aspects un petit peu processeur. Maintenant lorsqu'on va vouloir utiliser un truc du genre un smartphone, il n'y a pas uniquement un processeur, il y a également des mémoires, des écrans, des périphériques autour, etc., à la fois de l'USB, de l'Ethernet et compagnie. Et donc globalement, lorsqu'on va vouloir décrire un petit système comme ce que j'ai vu avant, donc là à la limite un compteur tout bête, dès qu'on va vouloir le connecter à tout ce qu'il y a autour, ça se fait très bien dans les fameux langages VHDL, et on va voir qu'avec du langage Python, c'est quand même relativement facile à faire aussi. En plus de ça, il va y avoir un autre problème qui va être un petit peu l'essentiel de la deuxième partie, c'est de voir un peu est-ce qu'il n'y a pas des modèles de processeurs qui existent directement en Python, plutôt de m'embêter à utiliser un langage plus matériel. Il se trouve qu'il y a un autre outil qui est aussi complètement open source qui s'appelle Lightech, qui lui va permettre d'avoir une espèce de surcouche Python où on va pouvoir intégrer directement différents périphériques. Donc typiquement ici, mon Ethernet, ma RAM, mon USB, etc. Le fameux Midgen pour pouvoir justement créer un modèle du système que je veux faire, pour pouvoir générer directement tout le code qui va aller sur ma petite puce matérielle. Et ça, du coup, c'est
quelque chose qui est facilement mis en forme sous forme de script et qui est généralement complètement open source. Même si on va voir dans une deuxième partie, c'est pas forcément tout le temps le cas. Donc globalement ici, si je prends l'exemple un peu plus complet de ce qu'on peut faire en Python avec ces choses-là, là ici, je suis sur un système relativement simple où j'ai globalement un petit processeur qui est instancié en Python avec bon telle fréquence, telle taille de mémoire, etc., etc. Là, pour faire joujou, j'ai ajouté des LED. Ça marche très bien. Et donc du coup, dès qu'on va vouloir, entre guillemets, construire ou en tout cas assembler l'ensemble des différents composants, Lightech fournit une petite procédure qui s'appelle le builder ici, qui me permet directement de pouvoir dire que le processeur va être connecté avec les LED, potentiellement avec le port USB, etc., etc. Et ça, du coup, finalement, si on voulait faire ce truc-là équivalent dans un langage qui est plus purement matériel, ça prendrait quelques centaines de lignes de code, ce qui est quand même déjà vachement plus chiant à faire. À partir de ce moment-là, on est capable d'une certaine manière de pouvoir faire un petit peu globalement de générer des codes matériels, mais à partir du Python. Il y a un autre gros problème dans les aspects matériels, c'est tout ce qui va être les aspects un peu open source. Quand on regarde les aspects en tout cas les aspects matériels, les aspects FPGA, il y a deux gros problèmes, c'est que globalement il y a une hégémonie de deux constructeurs, dont l'un est Intel. Le deuxième gros problème là-dedans, c'est dès qu'on veut compiler du code matériel, on a une dépendance entre le compilateur et la puce. Globalement, si vous voulez compiler du code pour une puce Intel, il faut utiliser le compilateur Intel. Il n'y a pas de GCC. Et donc globalement, si le compilateur est un petit peu pourri, ben on n'a pas d'autre choix que de faire avec. En plus de ça, tout est un petit peu closed source. Donc autrement dit, si je veux avoir un détail un petit peu sur comment fonctionne le matériel, ben c'est closed source. Le compilateur, c'est la même chose. Donc du coup, si on voulait apporter un petit peu de customisation là-dedans et pouvoir rendre les choses encore plus pratiques à utiliser, c'est quand même vachement compliqué à faire. Pour ce qui est, alors du coup, c'est que tout à l'heure j'ai parlé d'un modèle de processeur en Python. Alors forcément, quand on parle de modèle de processeur en Python, je vais pas parler directement de pouvoir intégrer un processeur type ARM ou un processeur type Snapdragon comme il y a dans ces téléphones-là. Il se trouve que depuis maintenant peut-être 2 ou 3 ans, il y a une architecture de processeur qui est complètement open source, qui existe, qui est publique, qui est supportée par grosses boîtes type Google, Thales ou Samsung. Ce truc-là, il a un avantage, c'est que le cross-compilateur, il existe, c'est supporté par Linux. Du coup, vu que les specs sont complètement ouvertes, eh ben, il y a toute une liste d'implémentations qui existent et qui sont disponibles gratuitement. Et en plus de ça, alors ça, c'est vachement plus récent, ça date de fin 2019. Il se trouve que RISC-V, donc la fondation qui propose un processeur open source, elle était aux US. Et depuis quelques mois, ils se sont dit, on va peut-être plutôt aller en Suisse pour essayer de garder une certaine indépendance et pour essayer de pour éviter que les États-Unis se réapproprient l'architecture du matériel. Ce qui fait que RISC-V, quand même si c'est supporté par grosse boîte, a quand même l'objectif de rester le plus open source possible. Deuxième effet un petit peu rigolo de ça, c'est que cette architecture open source RISC-V, elle commence à prendre de l'ampleur, et il y a ARM qui commence quand même à avoir un petit peu les jetons de ce problème-là. Il se trouve qu'il y a peut-être 2 ans de ça, ARM avait proposé, entre guillemets, publier un petit site qui disait pourquoi l'open source n'était pas bien, pourquoi il fallait plutôt utiliser des archives complètement fermées, plutôt utiliser des systèmes open source. Le site a été enlevé au bout de 2 jours, parce que du coup, forcément, ça a fait un bad buzz pas possible. Et donc, globalement, c'est que là, depuis quelques mois, on commence à voir arriver des vrais caractères électroniques avec des process vraiment open source. Donc là, typiquement ici, c'est un truc qui ressemble à Arduino, mais même le processeur qui est ce gros bloc gris ici, même ce truc-là open source. Donc globalement, on arrive à un moment où même toute la définition du matériel et même vraiment le processeur lui-même est complètement open source. Et là, c'est quand même quelque chose qui est quand même vachement intéressant à utiliser. Le dernier point que je vais évoquer là-dedans, c'est que jusqu'à maintenant, je vous ai dit que pour compiler vraiment le code pour le matériel, on avait une certaine dépendance entre la puce et le bloc, enfin entre la puce pardon et le compilateur. Il se trouve que depuis quelque temps, on a une boîte qui s'appelle SimpliFlow qui est en Autriche, qui propose tout un outil donc qui va du matériel jusqu'au front-end et jusqu'au back-end, qui est complètement open source. Le seul problème là-dedans, c'est que le circuit électronique en lui-même, pour l'instant, il est encore closed source. Et le constructeur, les 2 constructeurs qui gèrent, je dirais 90% du marché, ils sont pas trop envie de partager en détail. Alors du coup, pour gérer un peu cette problématique-là, SimpliFlow ils sont pas emmerdés. Le seul truc qu'ils font, c'est qu'ils ont carrément fait le reverse engineering de la puce électronique pour pouvoir proposer un compilateur qui soit open source et qui soit compatible avec leur système. Pour l'instant, le constructeur des circuits n'ont pas trop râlé. On espère que ça va durer. Ce
qui fait que globalement, à partir de ce système-là, on a quelque chose qui est à la fois donc la partie Linux qui est complètement open source, la définition des codes qui peut se faire en Python qui est complètement open source aussi, et même maintenant du coup la partie vraiment jusqu'au matériel, donc vraiment à la limite le binaire qui représente mon circuit électronique, qui elle peut être open source aussi. Ce qui fait que globalement, dès qu'on a un processeur comme ça RISC-V avec un petit peu de SymBuilFlow par partie compilation, la partie Migen Lightech par partie description en code Python et puis du coup un petit Linux, on peut faire vraiment du hard avec du soft, tout ça en open source et tout ça dans des langages un petit peu plus pratique à utiliser que ce qu'on utilise habituellement. Du coup, ce qui conclut la présentation.